Quand je regarde en arrière et que je pense à la vie que j'ai vécue jusqu'à présent, je remarque quelque chose que beaucoup essaient d'éviter. Le temps est plus court que nous l'imaginons. À 77 ans, chaque jour a un poids particulier, une urgence silencieuse qui s'infiltre dans les petites choses. Je ne veux pas que vous ayez pitié de moi. Je veux seulement partager ce que signifie se réveiller et réaliser que chaque matin est un cadeau fini, que chaque expérience peut être la dernière. C'est une pensée qui fait peur et qui, en même temps, éveille une attention que je n'avais pas auparavant. On commence à voir chaque voyage, chaque rencontre avec des amis, chaque simple promenade dans le quartier différemment, conscient que le dernier peut être plus proche que nous le pensons. Récemment, je suis allé en Islande et pendant ces jours-là, chaque paysage semblait chargé d'une intensité que je ne remarquais pas avant. Chaque aurore boréale, chaque sentier que je parcourais avait une qualité unique parce que je savais que je pourrais ne pas revenir. Cette conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire. Les choses que je faisais auparavant sans y penser deviennent maintenant des moments précieux. Prendre un café, parler avec mon frère, entendre les rires de mes petits-enfants, tout cela a une nouvelle netteté, parce que je sais que rien n'est garanti. La santé à ce stade de la vie cesse d'être une simple préoccupation et devient la base de tout. Chaque consultation médicale, chaque prise de sang, chaque visite chez l'ophtalmologiste ou le cardiologue porte en elle le potentiel de changer complètement la routine, de modifier ce qu'il reste de mon autonomie. Ce n'est pas une exagération. Le corps devient un champ de mines de signaux subtils, un test hors norme, une pression légèrement élevée ou cette difficulté soudaine à entendre un son auparavant banal peuvent changer la façon dont vous bougez, la façon dont vous planifiez et même la façon dont vous vous sentez en sécurité dans le monde. J'ai commencé à prêter attention aux détails que j'ignorais auparavant. Mes pas sont-ils stables? Ma vue me permet-elle encore de lire les petites lettres? Puis-je entendre les conversations dans un restaurant sans avoir à demander plusieurs fois? Ces précautions sont constantes et ne peuvent être négligées. J'ai appris à valoriser chaque visite chez le médecin comme une opportunité de préserver mon indépendance et chaque petit ajustement dans la routine, que ce soit dans le sommeil, l'alimentation ou l'exercice, fait une réelle différence sur la qualité de vie. En parlant d'indépendance, j'ai réalisé qu'elle est fragile. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir se lever seul du lit ou d'aller au magasin. Il s'agit de la liberté de choisir chaque activité, de garder mon rythme sans dépendre de personne. Un simple faux pas, une chute inattendue pourrait tout changer. Et avec cela, j'ai appris à être prudent sans devenir paralysé. J'ai donné ma vieille échelle de 10 pieds. J'évite les promenades risquées sous la pluie et même des tâches apparemment triviales, comme atteindre un placard haut, ont été réévaluées. Chaque décision est une négociation silencieuse entre le désir de liberté et la réalité d'un corps vieillissant. Apprendre à mesurer les risques est devenu un art, une manière de préserver l'autonomie que j'ai encore. Le sommeil, qui était auparavant banal, est maintenant une variable délicate. Il y a des nuits où je me réveille avant l'aube et je ne parviens tout simplement pas à me rendormir. C'est frustrant, mais j'ai appris à accepter ces moments comme faisant partie du voyage, à trouver de petits rituels qui aident à calmer l'esprit. J'ai réalisé que je ne peux plus compter sur de longues périodes de repos ininterrompues comme quand j'étais jeune. Cela signifie planifier la journée de manière à ce que chaque moment d'énergie
soit utilisée au maximum. Chaque activité est réfléchie pour ne pas m'épuiser. L'adaptation est devenue inévitable. Et la patience envers moi-même est une compétence que j'ai développée presque par nécessité. Entendre et voir, deux sens que je tenais auparavant pour acquis, ont également changé. L'audition, même sans appareil, exige maintenant plus d'attention, plus de concentration. Les bruits de fond qui faisaient partie du paysage auparavant me distraient maintenant, me forcent à faire un effort pour comprendre des conversations simples. La vue nécessite des soins similaires. Conduire la nuit devient quelque chose que j'observe avec une attention accrue. Et chaque petit ajustement, que ce soit pour les lunettes ou la voiture, devient essentiel. Apprendre à faire confiance aux ressources modernes, aux équipements de sécurité, au progrès de la technologie automobile est devenu une extension de ma propre conscience de survie. Mais il ne s'agit pas seulement de limitation physique, il s'agit aussi d'accepter la variété des états de santé qui apparaissent à cet âge. Quand j'étais jeune, tout le monde semblait suivre un schéma similaire. Mais maintenant, en observant les personnes de mon âge, je vois un spectre de ceux qui maintiennent une mobilité presque intacte à ceux qui dépendent d'aide pour les tâches de base. Hypertension, problèmes cardiaques, opération de la hanche et du genou, tous coexistent dans le même quartier, dans la même communauté. Et chaque histoire me rappelle la nécessité de prendre soin de mon propre corps avec diligence. C'est un rappel que la chance, la génétique et les habitudes que nous cultivons tout au long de la vie se manifestent de manière concrète et immédiate, et que l'attention quotidienne à la santé n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Dans ce contexte, j'ai commencé à réaliser que chaque décision compte. Des choix simples comme marcher dans le jardin, monter une marche ou planifier un voyage sont considérés avec la conscience que le risque peut être réel. L'indépendance cesse d'être automatique et se transforme en un patrimoine à protéger à chaque instant. Et paradoxalement, cela ne diminue pas la joie. Cela la rend simplement plus consciente. Il y a un plaisir distinct à savoir que vous pouvez encore prendre vos propres décisions, que vous pouvez encore marcher dans votre rue, que vous pouvez encore conduire jusqu'à un endroit que vous aimez. Chaque acte d'autonomie, aussi petit soit-il, est une victoire silencieuse sur le temps et sur les limites du corps. Apprendre à valoriser le temps, prendre soin de sa santé et préserver l'indépendance ne signifie pas vivre dans la peur. Au contraire, c'est une façon d'intensifier la vie, de faire en sorte que chaque geste, chaque voyage, chaque rencontre ait une plus grande signification. C'est comme si le monde avait acquis une clarté particulière. Il ne s'agit pas seulement d'exister, mais d'exister avec présence, attention et gratitude pour les opportunités qui restent. Chaque matin devient une chance de vivre quelque chose de significatif. Chaque conversation, une opportunité de connexion authentique, et chaque activité planifiée avec soin se transforme en un petit triomphe personnel. À 77 ans, j'ai appris que ces dures réalités, le temps limité, la santé fragile, l'indépendance à cultiver, ne sont pas seulement des obstacles, mais des invitations à mieux vivre, à être conscient, à valoriser ce qui semblait banal auparavant. Le monde change quand on réalise que chaque jour est irremplaçable, que chaque moment est un don et que la pleine conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est un apprentissage silencieux, mais profond, qui ne s'enseigne pas, se ressent
Et c'est dans ce sentiment que je commence à comprendre la beauté de continuer à vivre malgré les difficultés et les limites que l'âge impose. À mesure que je vieillis, je remarque que l'esprit se transforme, lui aussi. De petites lacunes commencent à apparaître et parfois elles me prennent par surprise. J'entre dans une pièce et j'oublie ce que j'étais venu chercher, ou un nom familier m'échappe un instant, comme si la mémoire jouait avec moi. Ce n'est rien de grave, ce n'est pas encore de la démence, mais ces petits oublis me font réfléchir à la fragilité du cerveau, à la manière dont chaque synapse peut se perdre silencieusement avec le temps. J'ai appris à mettre en place des stratégies simples, listes, rappels, notes rapides. Ma femme et moi sommes devenus une équipe, nous vérifiant mutuellement, rappelant les rendez-vous, les clés, les petites tâches. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse pratique. Apprendre à gérer un esprit qui n'est plus aussi rapide qu'avant et malgré tout, continuer à vivre pleinement. La perte d'amis et de membres de la famille est sans doute la leçon la plus douloureuse que cette phase de la vie enseigne. Les personnes qui ont marché à mes côtés pendant des années, partageant rires, conseils et silence, commencent à disparaître, non par choix, mais par l'inévitabilité de la vie. Dans notre quartier de retraités, j'ai vu des couples entiers quitter la vie dans un laps de temps court. Les voisins avec qui nous dînions, avec qui nous célébrions des anniversaires, ne sont plus là désormais. Chaque décès est un rappel cruel, mais aussi une invitation à valoriser les moments restants avec ceux qui sont encore vivants. Cette expérience enseigne quelque chose de profond. Ce qui importe vraiment, ce sont les relations, l'affection que nous cultivons, et non les possessions ou les accomplissements accumulés au cours de la vie. Dans ce même esprit, j'ai commencé à valoriser intensément mon mariage. 52 ans ensemble ne se mesurent pas seulement en temps, mais en profondeur des expériences partagées. Il y a des jours où je réalise que chaque conversation, chaque souvenir, chaque geste d'affection possède une intensité que l'on ne perçoit qu'en sachant que la vie n'est pas infinie. La conscience que mon conjoint pourrait partir avant moi et la perspective de faire face à cette absence me rend anxieux, mais aussi reconnaissant. Chaque souvenir que nous construisons ensemble, chaque voyage, chaque repas partagé devient précieux. Et il y a une beauté silencieuse à simplement être présent, sans hâte, sans besoin de rien de plus que ce que nous avons déjà. Raviver les liens avec des membres de la famille éloignés est devenu une autre dimension de cette phase de la vie. Mon frère et moi avons passé des années sans contact étroit, nos chemins séparés par des choix et des distances. Mais ces derniers temps, nous avons trouvé des opportunités de nous reconnecter et des projets partagés, comme une chaîne YouTube que nous avons créée ensemble, sont devenus des ponts vers de nouvelles expériences et découvertes sur ce que nous sommes aujourd'hui, après des décennies de parcours individuels. Ce type de reconnexion ne fait pas que renforcer le lien. Il transforme aussi le temps restant en quelque chose de plus riche, de plus significatif. J'ai découvert que même à un âge avancé, il est encore possible de reconstruire des relations, d'apprendre à connaître ceux que nous aimons et d'approfondir des connexions qui avaient été négligées. La perte d'amis proches est un rappel constant que personne n'est à l'abri du cycle de la vie. Certains d'entre eux ont souffert de maladies comme la démence, et suivre ces processus a été douloureux. Voir des personnes chères faire face à la perte progressive d'autonomie, à la fragilité de la mémoire, et finalement à la fin inévitable, est un apprentissage difficile, mais aussi une leçon sur
l'empathie et la patience. La vie devient plus sensible, plus consciente de sa finitude. Et la compassion envers les autres augmente dans la même proportion que la compréhension de sa propre vulnérabilité. Cette conscience change également notre manière de nous relier aux autres. Les petits désaccords cessent d'avoir du poids. Les disputes qui semblaient urgentes auparavant perdent de leur importance. Et les histoires racontées à plusieurs reprises par les amis et la famille sont reçues avec plus de patience et de sourire. Je constate que nous répétons toutes nos expériences, racontons les anecdotes légèrement différemment. Mais cela n'enlève rien à la joie de partager des moments. C'est une forme de permanence, une manière de laisser des fragments de soi dans la mémoire de ceux qui nous écoutent. Et en écoutant ces histoires répétées, j'apprends à valoriser la constance, la présence et la continuité de la vie dans chaque mot. Et surtout, j'ai compris que ce qui reste, ce sont les liens humains, amis, famille, compagnons de vie. Tout devient central. Rien n'importe plus que la qualité de ces relations. Les possessions, les ambitions passées, les réussites professionnelles, tout cela se dissout devant la clarté que d'aimer et d'être aimé est ce qui donne un sens à la vie à cet âge. À chaque perte, cette perception s'intensifie et la gratitude surgit comme un sentiment essentiel, non seulement pour la survie, mais pour l'opportunité de continuer à participer à la vie de ceux qui nous entourent. Le deuxième bloc de ma vie narrative, donc, concerne la mémoire, la perte et l'importance des relations humaines. Chaque oubli léger, chaque ami qui part, chaque reconnexion avec des membres de la famille oubliés contribue à une compréhension profonde que la vie, même limitée, est précieuse. Apprendre à prendre soin de ses souvenirs, de ses connexions et de son empathie est une compétence qui se révèle cruciale. Et cette conscience façonne la manière dont nous vivons les jours qui nous restent. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de vivre avec présence, attention et affection. En reconnaissant que la finitude apporte la clarté sur ce qui compte vraiment. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que vieillir, ce n'est pas seulement faire face à des limites, des pertes ou des trous de mémoire, c'est aussi une invitation à réfléchir sur nos priorités, sur ce qui mérite vraiment notre attention et notre énergie. Les préoccupations qui dominaient autrefois mon esprit, progresser dans ma carrière, impressionner mes collègues, acheter plus, conquérir plus, ont presque complètement perdu leur poids. J'ai compris que rien de tout cela ne laisse de souvenirs durables et que ce qui importe vraiment, ce sont les expériences vécues, les liens cultivés, l'amour que nous donnons et recevons. Il y a une liberté silencieuse à comprendre que je n'ai plus besoin de me mesurer aux autres, que je peux choisir où investir mon attention et mon affection sans précipitation ni besoin d'approbation extérieure. Ce changement de perspective s'est également reflété dans mes possessions. Peu à peu, je me suis détaché des collections, des objets accumulés au fil de la vie et des petites ambitions matérielles. Des questions qui ne me traversaient pas l'esprit auparavant ont commencé à surgir. Que deviendront ces choses lorsque je ne serai plus là? Doivent-elles être laissées à mes enfants, vendues, données? Ce processus exige du courage et de la conscience. Se détacher ne signifie pas perdre, mais créer de l'espace pour ce qui est réellement précieux. Le simple fait de simplifier ma vie m'a apporté de la légèreté et un sentiment de contrôle qui se traduit par une liberté mentale et émotionnelle. La gestion des finances, qui semblait auparavant être seulement une question pratique, est devenue directement liée à la tranquillité du quotidien.
avec moins de ressources, chaque décision prend de l'importance. Et planifier avec soin est devenu non seulement prudent, mais essentiel pour maintenir autonomie et qualité de vie. J'ai appris que la responsabilité financière à cet âge ne consiste pas à accumuler de la richesse, mais à garantir que ma famille et moi puissions vivre avec dignité, confort et sécurité jusqu'à la fin. Un autre aspect devenu central est la préparation consciente à la fin de la vie. Les conversations difficiles sur les souhaits médicaux, les directives anticipées, les décisions concernant les ventilateurs, les traitements prolongés ou non, deviennent vitales. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de responsabilité et de soin. Partager ces décisions avec des proches, discuter des volontés, clarifier les attentes, créer un réseau de compréhension qui évite des souffrances inutiles et garantit que nos choix soient respectés. Planifier les testaments, décider des funérailles ou de la crémation et envisager des célébrations de la vie sont des étapes concrètes qui transforment l'incertitude en sécurité émotionnelle. Pour moi comme pour ceux que j'aime, accepter les changements du corps et de l'esprit fait partie de cet apprentissage. L'audition qui nécessite de l'attention, la vue qui a besoin d'ajustement, la mémoire qui joue des tours. Tout cela devient une invitation à l'adaptation et à la patience. J'ai appris à gérer les répétitions d'histoire, les petits oublis ou les limitations physiques sans frustration. C'est une manière de respecter mon propre rythme, de vivre en harmonie avec les possibilités qui me restent, sans me comparer au passé ou à ce que les autres peuvent faire. L'expérience m'a appris à ne pas être rigide avec moi-même, à accepter que je ne peux pas toujours avoir raison ou gagner les discussions, et que la valeur réside dans le fait de rester présent, calme et attentif à ce qui compte vraiment. Cette acceptation s'étend également au comportement social et à l'attitude émotionnelle. Il y a le risque de devenir un vieux grincheux, quelqu'un de râleur ou amer, et j'ai compris que ce n'est pas inévitable. Choisir de sourire, même lorsque le corps ou l'esprit semble se plaindre, cultiver la patience, éviter les disputes inutiles et se concentrer sur les connexions significatives, c'est une façon de préserver la joie et la dignité. La sagesse qui vient de l'expérience nous permet de comprendre que beaucoup de conflits du passé ne valent plus notre temps et que l'énergie émotionnelle doit être investie dans ce qui crée réellement de la valeur. Les relations, l'apprentissage continu, la gratitude et l'amour. Et parlant de gratitude, peut-être est-ce l'enseignement le plus profond que l'âge a apporté. La conscience que vivre, respirer, observer le monde et être auprès de ceux qu'on aime est un privilège immense. Être reconnaissant n'est pas seulement un sentiment passif, c'est une pratique quotidienne qui transforme perception et attitude. Chaque matin est accueilli avec une reconnaissance silencieuse du simple fait d'exister. Chaque conversation avec un ami ou un membre de la famille devient une opportunité de connexion authentique et chaque geste de soin ou d'affection renforce le sens de la vie. Ainsi, à 77 ans, la vie se révèle en couches qui vont au-delà des limitations physiques. Apprendre à prioriser, à se détacher, à planifier avec responsabilité et à cultiver la gratitude transforme l'expérience du vieillissement en quelque chose de profond, plein et significatif. Les difficultés existent, elles ne peuvent pas être ignorées. Mais ce qui reste et donne du sens, c'est la présence consciente, l'attention aux relations
et la capacité de trouver la beauté dans les petites choses. Et même quand je pense à ce qui vient ensuite, je ne ressens pas seulement de la peur ou de l'anxiété. Je ressens du respect pour le cycle naturel de la vie. Et il y a une sérénité qui naît de la préparation, de la conscience et de l'acceptation. La vie continue d'offrir des moments de joie, même s'ils sont différents de ceux que je connaissais auparavant. Chaque sourire partagé, chaque étreinte reçue, chaque souvenir revécu est un rappel que l'existence, aussi limitée soit-elle, peut encore être riche, pleine de sens et de gratitude. Vieillir donc, c'est moins une question de perte et de limitation, et davantage de compréhension, de clarté et de connexion. C'est l'opportunité de vivre la vie en profondeur, d'apprécier chaque instant, de cultiver des relations authentiques et de se préparer à ce qui vient avec dignité. C'est la conscience que, bien que la vie soit finie, sa richesse réside dans les moments vécus pleinement, dans les liens cultivés et dans la sérénité que nous trouvons en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer.